Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à cette 25e édition de Ixia. Ça fait très plaisir de vous voir si nombreux. Merci de vous être déplacés pendant les vacances. On est très content de vous revoir pour ceux qu'on connaît et pour les nouveaux aussi, bienvenue. Avant de commencer, je me présente, donc Sophie Monnier, X2009 et présidente de Ixia depuis plusieurs années maintenant. Et je vais vous faire une petite intro, quelques nouvelles du groupe avant d'entrer dans le vif du sujet. La question que je pose à chaque fois, qui vient à Ixia pour la première fois ce soir? Pas tant que ça, 15%, 20%, voilà. Et ben bienvenue aux nouveaux et du coup très content de revoir tous les autres qui sont des habitués. En deux mots, Ixia, c'est donc le groupe des étudiants ou des anciens élèves de Polytechnique qui travaillent ou sont passionnés par le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc on a la vision de rassembler cette communauté qui travaille dans le domaine. Et on a aussi une deuxième vision, c'est celle d'avoir un groupe no bullshit, une politique assumée de no bullshit, donc d'avoir des présentations de qualité, revues avant l'édition, avec des dry runs auxquels nos gentils speakers se plient gentiment. Donc merci. Et, tout ça pour vous donner des vidéos, enfin des présentations de qualité. Tout ça, c'est le travail de notre bureau, donc c'est pas une personne, c'est une dizaine de personnes. D'ailleurs, les trois en bas à droite nous ont rejoints très récemment, donc bienvenue à Louis, Benjamin et Eliès, on est ravis de vous avoir avec nous. Et sachez que si vous voulez rejoindre le bureau et participer à l'organisation des prochaines éditions, eh ben, vous êtes les bienvenus. Et donc avec les petits biceps, c'est notre équipe agent qui a contribué à l'organisation de l'édition de ce soir. Quelques mots sur la santé du groupe. Donc maintenant, on approche les 1600 membres sur l'AX et on approche les 500 membres sur notre Discord. Et donc, on est aujourd'hui le troisième groupe AX, mais l'emoji ne retransmet pas. C'est pas grave. On ne représente que 3% de la communauté, des 40 000 polytechniciens sur l'annuaire de l'AX. Donc, n'hésitez pas à parler du groupe pour que de nouvelles personnes rejoignent et puissent assister aux éditions ou voir les replays par la suite. Je vous ai mis ici les QR codes vers le groupe AX et le Discord pour que vous puissiez suivre toutes nos activités futures. Quelques quick news que je souhaite vous partager. Donc, la première, c'est que Ixia s'associe avec le BINE XAI, donc pas XAI l'autre, mais le BINE des étudiants sur le Platal pour le domaine de l'IA. Sachez que les étudiants sont très friands évidemment du sujet. Ils n'ont pas forcément tellement de cours en deuxième année, mais ils sont très friands de travailler dessus. Donc il y a plusieurs axes en fait. Le premier, c'est si certains d'entre vous veulent proposer des sujets de PSC, sachez qu'on pourra vous mettre en relation avec le président du BINE XAI pour les partager aux étudiants. Le deuxième, c'est qu'on va agir comme un agent de centralisation des offres de stage. Donc sachez qu'il y a un canal maintenant stage sur le Discord où vous pouvez partager vos offres. Il y a encore quelques personnes 2A, 3A qui cherchent, j'entends. Et donc, ou sinon, pour l'année prochaine, n'hésitez pas à mettre vos offres directement sur Discord pour accueillir nos étudiants. Ensuite, dans 2 semaines, déjà, on se revoit, donc venez. L'édition Efficient AI, donc qu'est-ce qu'on entend par efficient? Il y a plusieurs manières d'entendre ce mot. Pour avoir tous les détails, on va publier le programme détaillé demain. C'est bien ça? C'est demain? Oui, c'est ça. Oui, c'est demain. Et on ouvre la billetterie la semaine prochaine. Donc à vos claviers, soyez à l'affût comme d'habitude et on se revoit dans 15 jours. L'un de nos speakers ce soir est Hello Léo, donc le vibe coding français. Il va nous faire il a un petit promo code pour vous ce soir pour que vous puissiez tester sa solution par la suite. Voilà, c'est la première fois qu'on fait un petit promo code et on espère que nombre d'entre vous iront tester sa solution et faire des retours utilisateurs à Augustin par la suite. Et la dernière nouvelle, c'est triste, mais Ripple-Tide ne peut pas être parmi nous ce soir. En fait, leur CEO qui devait nous présenter était appelé en urgence à San Francisco. Donc le travail, c'est important. Et
Et voilà, c'était la personne qui était avec nous en physique. Donc ils ne seront pas parmi nous ce soir, mais c'est pas grave. Les 2 autres talks qu'on va avoir vont être du coup un petit peu plus longs et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je pense que tu as rajouté des slides, voilà, pour super, génial, parfait. Et donc, avant de terminer, je vous présente nos sponsors 2025. Donc, Ixia est ravi de s'entourer de plusieurs sponsors, grâce à qui, en fait, on peut faire des éditions plus grandes, donc des salles de 100 personnes minimum à chaque fois, ce qui est quand même pas forcément donné à Paris et pas facile à trouver si vous allez dans d'autres meet-up. Et également d'avoir de très bons traiteurs à la suite, c'est très important, et comme ce soir par exemple. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Bonsoir tout le monde. Alors pour me présenter, je m'appelle Aymeric Roucher, je suis X 2017 et en sortie d'école, j'ai commencé en me disant quel est le problème le plus important. Je me disais à cette époque que c'était le changement climatique. Je pense toujours que c'est un problème important. J'ai travaillé 2 ans du coup dans une boîte d'assurance climatique dont je reconnais certaines personnes ici. Et en fait, j'étais en voyage à Taïwan quand ChatGPT est sorti, j'étais sur Hacker News, très bonne source d'information. Et en fait, bon, j'ai vu ce truc-là et j'ai eu un peu une espèce de journée de feu où j'ai eu l'impression de voir des murs tomber et de me dire en fait ça va changer beaucoup de choses. Et du coup, je suis rentré chez Hugging Face où j'ai fini par travailler sur les agents. J'avais développé au début sur le côté une librairie agentique qui était d'abord intégrée à notre librairie principale Transformers et qui a fait, on a fait une spin-off depuis et maintenant c'est un projet, on est 4 dessus. Il y a plein de gens qui se focalisent pour nous aider là-dessus parce que les agents c'est en train de devenir quelque chose de très important comme on va le voir. Donc aujourd'hui je vais vous parler des agents qui pensent en code en particulier parce que c'est la particularité technique de ce qu'on fait chez Hugging Face et de Small Agents, notre librairie. Alors pour commencer, je vais laisser Andrew NG nous introduire le concept d'agent. À toi Andrew. So AI agents. Today the way most of us use large language models is like this, with a non-agentic workflow where you type a prompt and generates an answer. And that's a bit like if you ask a person to write an essay on a topic, and I say, please sit down at the keyboard and just type the essay from start to finish without ever using backspace. And despite how hard this is, LLMs do it remarkably well. In contrast, with an agentic workflow, this is what it may look like. Have an AI, have an LLM, say, write an essay outline. Do you need to do any web research? If so, let's do that. Then write a first draft, and then read your own first draft and think about what parts need revision. And then revise your draft, and you go on and on. And so this workflow is much more iterative, where you may have the LLM do some thinking, and then revise this article, and then do some more thinking and iterate this through a number of times. And what not many people appreciate is this delivers remarkably better results. I've actually been really surprised myself working these agent workflows. Alors pour la traduction rapide, l'idée c'est, en fait, posez-vous la question, si on vous demandait de résoudre une tâche, est-ce que ce serait plus simple est-ce que ça donnerait des meilleurs résultats de prendre la première pensée qui vous passe par la tête, c'est la manière de travailler qu'on a souvent avec les LLM aujourd'hui, ou est-ce que vous aurez de meilleurs résultats si on vous laissait aller chercher sur Internet, faire des calculs, revenir en arrière, modifier les choses, etc. Et ça donne des résultats bien meilleurs. Donc, ces agents, quelle forme peuvent-ils prendre? En fait, une autre manière d'approcher le problème, c'est qu'on a un LLM qui est donc une machine à générer du texte token par token. Jusqu'à aujourd'hui encore, c'est l'approche privilégiée. Et on a un monde extérieur. Le LLM, tous les inputs qu'il peut avoir, c'est des notes sur le monde extérieur, et tout ce qui peut sortir, c'est du texte. Donc pour le connecter au monde extérieur, c'est un peu comme si c'était quelqu'un qui était dans une pièce coincé derrière une porte, qui n'a aucun accès au monde extérieur. Tout ce que vous pouvez faire, c'est lui passer des notes sous la porte. Alors ensuite, ça peut être des images aussi, mais vous êtes quand même assez limité. Donc l'idée d'un agent, ou plutôt d'un système agentique, c'est de lui permettre de se connecter au monde. Et pour ça, il va falloir des entrées et des sorties. Donc les entrées, c'est les observations, par lesquelles on transcrit en texte au LLM à quoi ressemble son environnement. Et les sorties, ça va être des actions. On va lui donner des outils dont il peut se saisir pour exécuter des actions. Et en fonction de l'entrée initiale qu'on a, le LLM va pouvoir tourner, donc réfléchir, donner une action en sortie. Ensuite, ça, ce sera exécuté par les outils.
ça aura un impact sur le monde, puis il observe, ça entre en mémoire, et ainsi de suite, et on peut itérer comme ça. Donc pour vous montrer un peu plus rigoureusement à quoi ça peut ressembler, donc voilà, vous avez un prompt au début avec une tâche. En fait, le prompt est assez détaillé. Il explique, vous êtes un agent... Oh, quel enfer. Ok, la pause ne marche pas. Vous êtes un agent, vous allez avoir une tâche à résoudre. Donc ici, c'est un calcul. Et pour ça, vous avez à votre disposition des outils. Donc une calculatrice ici et une recherche Internet. Tout ça, ça entre dans le prompt. Et on explique aussi à l'agent, vous allez pouvoir écrire une action. Quand vous aurez écrit une action, elle sera exécutée par le système. Il y aura une sortie. Et ensuite, vous aurez la sortie à disposition. Donc je ne fais plus pause. Vous aurez la sortie à disposition pour itérer. Si je vais le faire en cliquant. Donc voilà, au début, vous avez ce système prompt, vous avez une mémoire de l'agent qui est encore vide, puisqu'on n'a pas encore fait d'étape, on n'a encore fait aucun calcul à ce moment-là. Le prompt, il va être fait de manière dynamique en ajoutant au système prompt la mémoire, mais pour l'instant la mémoire est vide, donc il n'y a que le système prompt. On fait tourner l'inférence là-dessus, on obtient une sortie du LLM. Donc là, la sortie du LLM, c'est une pensée, je dois utiliser la calculatrice, et une action. Et là, il déclenche juste l'outil calculatrice avec des arguments qui ont été décidés par le LLM. À partir de là, ça c'est encore que du texte, cette action. C'est un bloc de texte qui arrive en sortie du LLM. Ça va juste être parsé par le système qui va extraire cette partie calculator de 2 puissance 0,27 et l'exécuter. Donc cette fois, c'est fait dans l'interpréteur de code, tout simplement. Ça donne un résultat. Ce résultat va être ajouté à la mémoire. Et à l'étape 2, du coup, vous aurez le système prompt plus en mémoire l'observation que la calculatrice a dit que 2 puissance 0,27 ça faisait, je ne peux pas vous le faire en live, je suis désolé, ça c'est rajouté en mémoire et ensuite on repasse la même chose, donc le même système prompt et la mémoire dans le LLM en inférence. Et maintenant, avec ces éléments qui sont à cette disposition, le LLM sait qu'on lui a dit résous ce calcul, on lui a donné aussi une sortie de calculatrice à qui on avait donné ce calcul, et du coup là il y a tous les éléments pour répondre. Et du coup, il appelle un outil différent qui est l'outil réponse définitive, et il peut juste donner en sortie sa réponse. Donc ça, c'est un fonctionnement très très simple d'agent vraiment basique. C'est un système qu'on appelle React pour avoir un peu un nom savant, parce que les gens aiment bien faire des papiers et donner des noms savants. En fait, c'est juste une boucle while avec une mémoire. Pour donner une définition peut-être un peu plus rigoureuse de ce que ça peut être qu'un agent, parce que c'est une question que beaucoup de gens se sont posées, et on a souvent du mal à y répondre, je dirais que l'agent, c'est introduire des décisions de LLM dans des workflows de code classiques. Donc vous voyez à gauche, on pourrait avoir un workflow déterministe, où on fait juste par exemple une boucle if-else. Là le but c'est de faire un bot qui processe une review de client à un produit. Et donc là c'est processé juste en if-else de la manière la plus déterministe possible. En revanche, si à droite vous décidez de commander cette boucle if-else, ce switch if-else par un output de LLM. Donc là, par exemple, on prend l'output du LLM, on parse le chiffre qui est donné et on détermine si c'est supérieur ou inférieur à 0. Dans ce cas, on va exécuter la suite du code de manière différente. Donc là, vous voyez, il y a un peu d'impact de LLM dans l'exécution du programme. Donc on peut dire que c'est un peu agentique. Et en fait, ça nous mène à dire qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de agency. En fait, il ne faudrait pas parler de agent comme si c'était un concept 1 ou 0. C'est plus quelque chose de continu où on va avoir, donc au tout début, c'est juste processer l'output du LLM. Donc c'est très peu agentique parce que ça n'a aucun impact sur l'exécution du code. En revanche, s'il y a un if-else, en fait, le nom savant qu'on donne, c'est un routeur. En fait, c'est juste un LLM qui contrôle un switch. Si on contrôle une exécution de fonction, par exemple en donnant le nom de la fonction ou les arguments de la fonction, ça s'appelle du tool calling. Si on contrôle une boucle while, ça s'appelle multi-step. Si on contrôle le déclenchement d'un autre système agentique, c'est multi-agent. Et enfin, je vais vous parler des code agents, où le LLM peut écrire du code et ça va être exécuté directement, ce qui le rend beaucoup plus flexible. Donc voilà, pour y revenir, je pense qu'on s'écharpe beaucoup sur la définition, mais moi je pense que cette définition est très bien. Donc un programme ou un modèle d'IA impacte le flow d'exécution du programme. Une très mauvaise traduction de l'anglais, il faudrait que je trouve une bonne traduction en français. Voilà, et une tendance que je pense intéressante, c'est qu'on est allé vers de plus en plus de agency. En fait, on a commencé par découvrir un routeur. En fait, on s'est dit, c'est marrant, on a des machines à générer du texte. On pourrait simplement extraire de ce qu'ils nous disent une décision entre A et B pour savoir quel chemin on prend. Ensuite, on a commencé à productiser le tool calling. Les agents multistep, c'est apparu assez tôt dans des papiers de méta. Et les agents code sont apparus peut-être plus récemment.
Et donc, à mesure de ces implémentations, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté l'impact du LLM sur l'exécution des programmes. Voilà, au passage, il y a un autre truc dont on se demande beaucoup ce que c'est MCP, le protocole d'Anthropic dont tout le monde parle en ce moment. En fait, si on reprend le diagramme qu'on avait avant, MCP, c'est une manière c'est un wrapper pour appeler des outils. Donc en fait, c'est un peu comme un dock USB-C où vous pouvez brancher facilement à votre modèle d'IA, vous pouvez lui brancher facilement n'importe quel tool. Donc par exemple, quelqu'un met à disposition un serveur avec 50 outils pour lire des publications scientifiques, et ensuite votre modèle pourra très simplement appeler ces outils à travers ce protocole qui s'appelle MCP. C'est un peu une interface universelle pour appeler des outils. Et les outils, j'ai pas défini ça je crois, les outils en fait c'est simplement des fonctions en code. Par exemple, un outil, faire une recherche sur Archive, en fait ce sera juste une fonction qui lance une recherche sur Archive et vous donne les top 10 papiers qui correspondent à votre requête. D'ailleurs, je pense qu'il existe plein de MCP pour ça. Et donc Augustin va nous montrer un exemple de MCP tout à l'heure, à quoi ça peut nous servir. Ok, je vous ai parlé de Code Agents. C'est un peu ce qui est en train d'émerger en ce moment. C'était pas très viable jusqu'à maintenant parce que les modèles de base n'étaient pas assez puissants, mais aujourd'hui ça commence à l'être. Donc je vais pouvoir vous parler un peu plus de ça. On a parlé de React. En fait, c'est juste une while loop avec un contrôle de LLM là-dedans. Souvent, ce qu'on demande au modèle de faire pour faire une boucle React, où il va pouvoir agir, enfin d'abord réfléchir, puis agir, puis observer ce qui s'est passé, puis à nouveau réfléchir, agir, observer. Et donc, la React Loop, ça pourrait ressembler à ça. Donc la pensée, quand on veut trouver la météo du Platal, la pensée c'est je dois appeler mon API pour avoir la météo. J'appelle ce tool-là avec l'argument Platal. La réponse c'est ensoleillé, bien. Et ensuite, on peut relancer ça une deuxième fois en appelant cette fois l'outil réponse finale avec la réponse. C'est un peu le workflow que j'ai montré tout à l'heure. Mais, question, comment on formule cette action? La première manière qu'on a envisagé de faire ça, vous rappelez qu'en fait le LLM génère juste un bloc de texte et on doit extraire de ce bloc de texte le nom du tool et l'argument qui est utilisé. Donc la manière la plus simple qui a été faite très tôt par OpenAI quand ils ont proposé le function calling, c'est juste de générer un dictionnaire en JSON avec une clé qui est le nom, pour le nom du tool, et l'argument du tool. Et ça, donc c'est assez simple à faire générer par un LLM. On le parse, et ensuite on peut simplement exécuter cet outil avec les arguments qui ont été donnés. En revanche, cette méthode-là est peut-être pas très flexible. Il y en a peut-être une autre qui serait meilleure, qui serait de laisser le LLM générer du code, et dans ce code, on appelle la fonction avec l'argument comme on le donnerait à une fonction classique. Donc là, je l'ai écrit en Python, mais on pourrait le faire en n'importe quel langage de programmation. Et sur cet exemple-là, ça semble à peu près équivalent, mais on va voir que le code est beaucoup plus flexible. Donc, si on prend un cas concret, par exemple, s'il fallait trouver le meilleur pays pour sourcer un smartphone, donc on a plusieurs cas à envisager. Dans chaque cas, on va avoir plusieurs actions à faire. Il va falloir obtenir les taux de change, le prix du téléphone, appliquer les taxes. Donc si on veut le faire avec des actions en JSON, ça veut dire qu'ici on a 4 pays différents et on a 3 tools à appliquer pour chaque pays. En fait, en JSON, il va falloir 12 étapes au moins, où le LLM lance un nouvel appel, récupère le résultat, ensuite il lance l'appel suivant parce qu'il a le précédent mémoire, donc il se souvient qu'il a fait l'opération précédente, il applique le suivant, etc. Donc 12 appels de LLM, alors qu'en fait, en code, vous voyez, on a juste à écrire ce code-là, et c'est bon, on obtient la réponse en un seul coup. Ce qui veut dire qu'avec l'agent code, alors on va générer une réponse un peu plus longue, donc la réponse individuellement coûte plus cher, mais en tout cas en nombre de tokens, ça va vous coûter beaucoup moins cher de faire du code que de faire 12 appels différents pour générer l'action en JSON. Et ça, du coup, je l'ai tiré du papier de recherche qui introduisait un peu les actions en code. Ce qu'on constate avec du coup ce paradigme du code, c'est que comme on a fait une seule étape au lieu de 12, alors oui, cette étape était plus complexe et plus longue, mais on a peut-être divisé par 12 le risque d'erreur, puisqu'on fait une seule étape où on peut se tromper au lieu d'en faire 12, et c'est beaucoup plus rapide. Donc en général, là j'ai pas les chiffres ici, mais c'est quelque chose comme 10 à 20% moins coûteux en termes de tokens de faire du code, parce que bon, là c'était un cas d'extrême, cette for loop avec des actions enchaînées,
Dans les faits, toutes les actions de code n'ont pas besoin de quelque chose d'aussi complexe, mais c'est quand même beaucoup plus concis de faire du code en moyenne sur les cas d'usage qu'on a dans la vie de tous les jours, et c'est aussi plus performant. Quand il y a des tâches complexes à faire, en fait, on va beaucoup plus facilement aller chercher quelque chose de compliqué en faisant du code. Est-ce que j'ai écrit les raisons pour lesquelles? Non, bah alors je l'explique à l'oral. En fait, imaginez par exemple qu'on vous demande de faire un rapport sur un sujet. Si vous faites le rapport avec des actions en JSON, ça veut dire que vous n'avez le droit d'utiliser aucune variable. Donc en fait, si vous sauvegardez un résultat quelque part, par exemple si vous avez une data frame et que vous vouliez la sauvegarder, bon bah en fait je parle de data frame parce qu'en code ça marche très bien. En code, vous pouvez simplement stocker les résultats dans une data frame ou dans un dictionnaire qui est juste une variable. Donc en fait, votre interpréteur de code, il sauvegarde parfaitement cette variable. Alors que si vous deviez faire ce JSON tool calling, les résultats ils doivent être écrits en texte, ils sont stockés dans la mémoire du modèle, et la prochaine fois qu'il fait un tool call, il doit s'appuyer sur sa mémoire qui est un texte. Ça veut dire que vous vous appuyez sur la capacité du LLM à pouvoir faire des calculs compliqués de tête et pouvoir se souvenir de variables qui peuvent être assez longues, assez compliquées. Donc en général, vous savez, il y a ces diagrammes où on augmente le nombre de chiffres dans une multiplication, et à mesure qu'on augmente, au bout d'un moment, la capacité des LLM, elle chute complètement. Ça passe de vert à rouge à mesure qu'ils deviennent incapables de faire les calculs sur des chiffres trop longs. En général, c'est pas très bon de se fier au LLM pour faire des calculs ou des recopiages de chiffres assez longs. Et là-dessus, code performe beaucoup mieux. Pareil, si vous voulez traiter des images, bon là ça va devenir très très dur à faire avec du JSON, alors qu'en code, en fait, vous pouvez juste assigner une variable pour votre image et la modifier après. Un autre truc qu'on peut faire en code et pas en JSON, si votre modèle décide de simplifier la vie en créant un nouveau tool, en fait, il peut le faire très naturellement. Il n'a qu'à définir une fonction. Alors qu'en JSON, impossible de définir une fonction pour se faire un raccourci pour plus tard. Donc bref, il y a pas mal d'avantages. Et quasiment à chaque fois que je benchmark code versus JSON, il y a un bel avantage au code. Donc c'est en partant de ce constat-là qu'on a lancé Small Agents, la librairie avec la fusée là, qui monte bien en ce moment. Parce qu'en fait, je pense que les gens s'aperçoivent que c'est quand même vachement pratique. Donc oui, là, je l'ai comparé aux autres standards. Là-dessus, vous avez CrewAI. CrewAI, c'est très bien aussi, je recommande. Vous avez PyDantic, qui est fait par Samuel Colvins, celui qui a créé en fait PyDantic, la librairie assez connue. Il a fait une librairie spécifique pour les agents, mais qui est bien aussi. Et vous avez LangGraph, qui permet de faire des agents en maîtrisant très bien, en fait, en les voyant comme un stateful graph, où en fait vous pouvez avoir des transitions entre différentes nodes. Enfin, je l'ai pas tant utilisé, donc je la connais pas tant celle-là. Et l'idée de base quand on a fait Small Agents, c'est qu'on voulait permettre aux gens d'utiliser justement des agents qui pensent en code et de les utiliser très simplement. Donc là à gauche, c'est pas un code qui est généré par l'agent, c'est vraiment la manière en Python dont vous pouvez utiliser Small Agents. Ici, on initialise juste un modèle. Donc le modèle, ça va être le cerveau de l'affaire, c'est le LLM qui réfléchit pour décider l'action suivante. Vous avez des tools, donc ici c'est un outil de recherche Google, et vous initialisez votre code agent avec la liste de tools en question, ici j'en ai mis qu'un seul, et le modèle, et ensuite vous pouvez directement le run sur une question de votre choix. Là-dedans, on a essayé de laisser le code qu'on faisait vraiment au minimum. On a voulu en fait laisser tout ce qui était codable par les gens, on les laisse le faire, et nous on implémente vraiment le minimum possible. Donc on a implémenté ce dont on avait absolument besoin. En fait, on avait absolument besoin de pouvoir exécuter du code. Donc on a fait des sandbox, on propose des intégrations dans des sandbox qui s'appellent E2B. C'est un service managé par une entreprise où en fait, vous envoyez votre code à un serveur, il l'exécute et il vous renvoie le résultat. On a aussi des sandbox Docker. On a fait un interpréteur local qu'on a rendu un peu plus safe. On ne sait jamais 100% safe d'exécuter du code Python localement. Mais voilà, on a proposé ces options-là. On a fait aussi, on a proposé le tool calling, les agents React. Et en revanche, par exemple, on s'est demandé si on allait implémenter un routeur, donc juste un switch if-else commandé par un LLM. Et en fait, ça, on s'est dit que c'était probablement plus simple pour les utilisateurs de simplement l'implémenter eux-mêmes parce que c'est quand même pas très compliqué. Donc les avantages qu'on a à partir de ça, je pense que c'est la simplicité. On a très peu de code comparé à d'autres frameworks et en général, on a essayé de limiter ça à 1000 lignes maximum. C'est assez performant. On s'est frotté au Gaia Leaderboard, qui est un leaderboard dont on va reparler juste après, qui est très difficile et on a eu des bons scores. Bon, depuis, on s'est fait redépasser, mais on verra que c'est aussi parce que les modèles de base devenant meilleurs, en fait, c'est facile au fil du temps d'améliorer ces agents. Et la comparaison...
Alors là, je vous montre la comparaison entre les scores d'un agent code versus le LLM Vanilla, donc le LLM quand on lui pose directement la question. Pour illustrer le point que faisait Andrew Ng tout à l'heure, en fait, si vous demandez à un modèle de vous résoudre une tâche, ici il y a des tâches de Gaia, du dataset maths, où c'est des questions de maths, ou SimpleQA, qui sont des questions de culture générale, et selon que vous lui posiez la question directement, ou que vous le mettiez dans un framework agentique où il a droit à des tools, en fait c'est vraiment, c'est un peu de la triche, quoi. S'il a le droit d'utiliser Google, bah, vous voyez le score sur SimpleQA de GPT-4o, il passe de pas grand-chose à quasiment 90%. Sur maths, en fait, il a le droit d'utiliser la calculatrice, donc évidemment, c'est bien meilleur. Et c'est pour cette raison que pour moi, c'est beaucoup plus naturel d'utiliser des agents quand on veut résoudre des tâches compliquées, plutôt que d'utiliser le LLM de départ. Voilà, j'ai fini la pub là. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions sur Small Agents à la fin ou si vous voulez contribuer, on prend toutes les pierres, on accepte. Maintenant, j'aimerais bien vous parler de l'évolution des agents et des développements futurs que je vois dans le domaine. Le truc dont je parlais tout à l'heure, les progrès sur Gaia, c'est une tendance que je pense très intéressante. Donc là, j'ai ploté les meilleurs scores sur le benchmark Gaia au fil du temps, la manière dont ça évolue. Alors pour vous présenter le benchmark Gaia, c'est un benchmark qui pose des questions assez difficiles, qui demande une dizaine d'étapes. C'est un benchmark qui a été fait en collaboration par Meta et Hugging Face. Donc des tâches qui peuvent se résoudre en cherchant sur Internet ou en ouvrant des fichiers locaux, qui demandent en général une dizaine d'étapes de résolution et qui sont vraiment pas faciles. Ils ont demandé à des humains, à des étudiants en doctorat en général, de résoudre les tâches et les gens mettaient 10 minutes en moyenne. Donc c'est vraiment pas des tâches triviales. Enfin, ça s'étageait entre 10 minutes et 1 heure. Et le genre de tâche qu'il y a, c'est par exemple, si Eliud Kipchoge tenait sa vitesse de marathon de record indéfiniment, combien de temps mettrait-il à couvrir la distance entre la Terre et la Lune au périgée ou je ne sais plus comment on dit, l'approche la plus proche de la Lune. Donc ça implique d'aller sur Internet, de regarder la valeur de ce périgée, de regarder la valeur de la vitesse de Kipchoge et de faire la moyenne. Et en fait, c'est des trucs qui sont quand même pas du tout triviaux pour des LLM à enchaîner correctement. Ça suppose qu'ils soient capables de planifier plusieurs étapes et ensuite de les exécuter correctement. Et ça, c'est une tâche de niveau 1. Les tâches de niveau 3, c'est un truc du genre aller sur la site de la NASA à l'article du 17 novembre 2004. Vous voyez une photo qui a été prise. Par élimination, déduisez quel astronaute l'a prise et dites-moi combien de temps il a passé sur la Lune au total, ce genre de truc. Ou donc, il faut se taper 10 pages différentes, les bonnes, et faire exactement les calculs. Donc, un benchmark assez difficile. Pour l'instant, le state of the art sur le test set, il est en dessous de 70%. Quand OpenAI a sorti Deep Research, ils l'ont testé là-dessus, mais ils l'ont testé que sur le set de validation. Je pense qu'ils n'avaient pas des très bons scores sur le test set. Et le progrès, alors j'ai fité une sigmoïde dessus, c'est un truc, ça peut être discutable, mais bon, on voit qu'à peu près les agents devraient atteindre les 92% entre 2026 et 2027. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, comme Gaia, ça a visé à faire les tâches les plus générales possibles, en fait, on aura des assistants qui sont capables de résoudre à peu près toutes les tâches que nous on fait sur un ordinateur en 10 minutes. Donc le jour où on a ça, je pense que la productivité de tout le monde sur un ordinateur est à peu près doublée. Parce que vous pouvez simplement tasker un agent sur un workflow, vous partez, ou alors vous taskez l'autre agent, et pendant ce temps, vous pouvez en tasker un troisième ou quatrième, mais en tout cas, vous pouvez avoir plusieurs agents en parallèle qui travaillent sur toutes vos tâches. Et si vous ne mettez pas trop longtemps à leur donner les tâches et à vérifier l'output qu'ils ont, vous allez facilement multiplier votre productivité. Et pourquoi on a tant progressé sur ce benchmark? C'est surtout grâce au progrès des modèles de base, des LLM de base. En fait, le framework, du coup je ne devrais pas dire ça parce que je fais un framework, mais c'est pas si important. Les LLM, en fait, on leur a juste, voilà, ils ont leur puissance qui a augmenté, et vous promptez n'importe quel LLM, par exemple avec Small Agents, vous pouvez prompter GPT-4, Claude 3.7, n'importe lequel, ça va marcher out of the box assez bien, parce qu'ils sont très capables, quand on leur donne un prompt assez précis, de faire la tâche de la manière que vous voulez. Et ensuite, à mesure que le LLM devient plus puissant, il est plus fiable, mieux capable de planning, etc. Donc ses performances s'améliorent toutes seules. Et peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de Manus, qui est une boîte chinoise qui a fait une démo d'agent vraiment impressionnante. Je pense que c'est le truc le plus impressionnant d'IA que j'ai vu pour l'instant cette année. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un setup d'agent tout simple, juste avec un bon LLM, et ils lui ont donné carte blanche pour agir sur une virtual machine, en lui disant tu peux ouvrir des fichiers, tu peux créer des scripts, tu peux les run,
et leur modèle est vraiment impressionnant. Par exemple, il y a un exemple où il lui demande de faire une analyse quantitative de l'action Tesla, et le truc produit un dashboard en HTML qui est vraiment très bon, parce qu'il a pu lancer des scripts pour avoir des calculs fiables, il a pu lancer son HTML, l'ouvrir pour le regarder, l'éditer quand c'était pas bon, et faire toutes les recherches internet dont il y avait besoin. Donc globalement, quand on fait un framework simple et qu'on donne au LLM la capacité, en fait on le branche correctement pour juste dégager de son chemin et le laisser faire un maximum d'actions, on obtient des performances qui sont assez bonnes. Une autre tendance qui est intéressante, et on est en train de travailler là-dessus chez Hugging Face en ce moment, c'est qu'on commence à faire des agents qui sont capables de voir, et ils sont capables du coup d'agir par exemple sur un GUI, donc sur une interface utilisateur. Ils sont capables de simplement, à partir d'un screenshot, vous dire quelle action prendre. Donc par exemple, c'est illustré ici, si vous avez Firefox, et si l'idée c'est de faire une recherche sur Internet, il peut simplement lancer les actions clic, puis attendre, puis taper, pour lancer la recherche. C'est une tâche qui est assez dure, c'est très lent d'être résolu, donc on voit à droite les scores, par exemple sur OS World Leaderboard, qui a des tâches du genre va augmenter le son, ou alors trouve-moi tel produit sur Alibaba. Les meilleurs agents, donc là c'est OpenAI qui a leur Computer Use Agent sorti en janvier 2025, ils ont que 38%. Une tendance qu'on voit là-dessus, c'est que de plus en plus, c'est à peu près cohérent avec la tendance générale des LLM où ils sont de plus en plus multimodaux et un modèle est capable de tout faire. Maintenant, on a des modèles qui sont assez généralistes. En fait, on a juste un VLM de base, donc un LLM capable de vision, et on va le réentraîner sur des workflows agentiques, et il va devenir capable de faire des actions assez efficacement. Donc, par exemple, Qwen travaille beaucoup là-dessus. Qwen, moi, vraiment, j'adore leur modèle. Là, ils ont leur dernier 72 milliards de paramètres dans Qwen 2.5. Il est déjà capable, en fait, si vous le promptez simplement pour lui expliquer quoi faire, il est déjà capable, à partir d'un screenshot que vous lui donnez, de dire où cliquer et planifier pour faire certaines actions. Alors, c'est pas encore très précis, souvent il clique à côté, ou alors il se perd complètement. Mais bon, voilà, avec la troisième série de modèles, ça va probablement s'améliorer. Et oui, il travaille beaucoup là-dessus, donc je pense que ça va vite progresser. Une autre tendance intéressante, c'est qu'à partir du moment où on est capable d'agir à partir d'images, on peut agir à partir de vidéos du vrai monde. Donc ces progrès des agents qui sont capables d'agir sur une interface utilisateur, ça va peut-être fusionner avec la robotique, où en robotique, ils font ça depuis très longtemps, d'appliquer du RL à des vidéos pour être capable de progresser comme ça. Donc en fait, plus que la fusion des modalités, on va peut-être avoir une fusion entre le monde informatique et le monde réel là-dessus, au sens où on pourra juste entraîner un énorme LLM en lui donnant des montagnes de texte, d'actions d'utilisateurs sur des interfaces et des vidéos du monde réel, et il pourrait être capable de progresser sur tout à la fois. Et donc Hugging Face, on a travaillé là-dessus avec Le Robot, qui est une initiative où maintenant il y a une dizaine de personnes. Ils viennent de racheter une boîte de robotique d'ailleurs pour avoir accès à leur robot, parce que c'est pas facile à construire apparemment. Et ça marche très bien cette initiative-là, ils font des trucs assez cool, je vous recommande d'aller voir. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais en fait il fallait que je calme ma pub ici. On est en train de travailler sur des agents GUI à Hugging Face aussi. Notre but ce serait de faire une recette qui prenne n'importe quel VLM, qui soit capable de le réentraîner sur des traces d'actions utilisateurs avec un ordinateur, et qui en fasse un agent GUI, donc capable d'interagir avec n'importe quelle interface, que ce soit le web, que ce soit Android, Mac ou même mobile. Voilà, donc on a vu la fusion avec la robotique. Des considérations d'entraînement. Comment on entraîne un modèle agentique? Comme ces modèles-là, c'est dans leur nature d'agir et de se tromper et de recommencer, peut-être que le SFT, ou donc le Supervised Fine-Tuning, qui est juste, on donne aux agents des exemples pour qu'ils imitent, un peu comme un professeur réciterait la leçon en permanence, en boucle, sans jamais s'arrêter, et on s'attend à ce que le modèle apprenne comme ça. Peut-être que ce n'est pas optimal, et peut-être qu'on pourrait faire mieux. Donc par exemple, utiliser du DPO. Donc DPO, c'est faire apprendre le modèle, mais pas seulement lui donnant des bons exemples, on lui donne aussi des mauvais exemples. Ou alors du RL, où on donne une récompense. Par exemple, la récompense, c'est avoir réussi à trouver la bonne réponse ou pas. Peut-être que le RL est une piste encore meilleure. Et enfin, une considération de si on veut sélectionner les meilleurs exemples pour que le modèle s'entraîne, peut-être que c'est important d'avoir aussi des exemples où le modèle se trompe. Donc pas seulement des bons exemples, mais des exemples où il s'est d'abord planté avant de finir par se remettre en piste et trouver la bonne réponse. Parce que justement, par définition, les agents,
c'est un système qui interagit avec le monde, donc il va expérimenter quelque chose, se planter et recommencer. Donc c'est bien d'avoir des exemples de pivots en fait, où on s'est planté avant de retomber sur ses pieds. Donc nous, en fait, je vous partage ça parce que c'était vraiment ce à quoi j'étais en train de réfléchir au moment de faire les slides. On est vraiment à fond dans ces trucs-là. Et dernier truc, on dit souvent que l'IA ne va pas nous remplacer parce que ce n'est qu'un outil. Je ne pense pas que ce soit vrai, sans vouloir être trop inquiétant. En fait, je pense que les outils qu'on a eus jusqu'à maintenant, que ce soit un caillou pour casser une noix, un marteau ou même une calculatrice, même les outils informatiques, c'était une performance, une spécialisation sur un domaine infinitésimal. Par exemple, vous prenez un marteau, si vous essayez de l'utiliser pour autre chose, ou par exemple si vous essayez de l'utiliser pour planter une vis, ça va plus du tout marcher. Le marteau, vous êtes obligé de lui préparer les inputs de la manière la plus fine possible, vous devez lui mettre un clou, vous devez même lui tenir pour lui exactement au bon endroit. Une calculatrice, c'est pareil, vous devez lui fournir tous les chiffres formatés exactement de la bonne manière, sinon ça ne va pas fonctionner, et vous devez vous-même interpréter le résultat. Donc ils ont une compétence très très fine. A l'inverse, l'intelligence humaine, par exemple les animaux peuvent nous battre dans certains domaines, mais on a quand même une intelligence qui est extrêmement large. Et je pense que c'est pour ça qu'à la révolution industrielle, les chevaux de labour ont été remplacés assez rapidement. Leur population est tombée de 5 millions à 1 million assez vite, parce qu'il n'y avait plus besoin en fait. Leur seule compétence, c'était la force mécanique exercée dans une direction bien précise, et on n'avait plus besoin de ça parce qu'on avait des outils qui le faisaient. En revanche, l'intelligence humaine, étant beaucoup plus large, on en avait toujours besoin, au moins pour faire le lien entre les différents outils. Donc par exemple, même si votre travail c'est simplement de faire des calculs, en fait on a quand même besoin de vous pour faire le lien entre un calcul et un autre, par exemple, parce que votre intelligence est plus large. Et je pense que ce qui est en train de se produire avec les LLM et les agents, c'est qu'on a un système qui est capable de beaucoup plus d'autonomie, au sens où il a une intelligence qui est peut-être très mauvaise dans certains domaines. Là j'ai mis la surface verte qui est complètement fictive, mais comme on voit que les LLM ont beaucoup de défauts, il y a des domaines où ils performent très très peu, et d'autres où ils performent plus que nous. Mais en tout cas, ce qu'on constate quand même, c'est qu'ils ont une intelligence un peu plus générale que tous les outils qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et je pense que ça ouvre la voie à beaucoup plus d'automatisation. Alors ensuite, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, j'en suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, je pense pas qu'on puisse leur appliquer les schémas de réflexion des outils traditionnels, où on se dit pas d'inquiétude, pas de remplacement. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur cette note joyeuse. Ok, bonjour à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon. Bon, c'est pas facile de passer après Emeric, je vais faire de mon mieux. Je m'appelle Augustin, je suis fondateur de Teros, une agence de développement web et mobile, et plus récemment de HelloLeo, un développeur IA qui permet aux non-développeurs de créer des projets digitaux facilement et sans coder. Donc avec HelloLeo, on va s'adresser particulièrement à des profils donc, non-développeurs, donc qui sont très nombreux, comme on va le voir et comme vous vous en doutez. En particulier, donc on ne les adresse pas tous d'un coup, on a plusieurs workflows en tête, mais on va vraiment distinguer les non-développeurs qui ont accès à des développeurs et ceux qui n'ont pas accès à des développeurs, donc vraiment les entreprises d'un côté et les no-codeurs, les entrepreneurs de l'autre. Donc c'est comme ça qu'on a conçu notre outil. On a lancé notre bêta il y a 4 semaines et lancement de la version commerciale dans une semaine justement, en particulier sur une communauté de no-codeurs sur laquelle on lance certaines fonctionnalités dont Emeric a parlé, enfin des concepts dont Emeric a parlé, comme les MCP, qui sont nos core features sur ce lancement. Le meilleur moyen de présenter Léo, finalement, c'est passer par une petite démo qui j'espère sera fluide. Est-ce que j'ai pas essayé ce... Voilà, super. Je peux te dire. Oui, merci. Comme ça, tu tapes. Non, c'est mieux. C'est parfait. Merci. Merci, Sophie. Qui a déjà fait du vibe coding dans la salle? Qui a déjà essayé? Tu m'as piqué ma question. Ah mince. Bon, un petit peu. Un quart. Donc on était sur un quart. Je crois. Super, merci Sophie. Et donc j'ai pas pu voir, c'était à peu près 15%, c'est ça? Et qui a déjà utilisé un outil de... Non, la question c'était qui en a déjà entendu parler? Je crois, j'ai oublié. Ok, ça sera à peu près pareil a priori. Donc, en gros, le principe du vibe coding, donc là, on a accès à l'interface principale de Léo. L'idée c'est que justement elle soit utilisable par des non-codeurs. Bon,
voilà, pour faire une petite démo très rapide, j'avais pensé à un principe de XIR appelé par Sophie le no bullshit. Donc en fait, ce que je peux commencer par faire, je peux poser là. Excusez-moi. Je te tiens le micro si tu veux. Je vais plus compter. Hop. Merci beaucoup Sophie. Hop. Le no bullshit generator for XAI. Oh, détecteur. Thank you. XAI to detect bullshit speakers. J'espère que ça ne se retournera pas contre moi. Apply a nice design because c'est toujours plus effet wow. Ok, merci Sophie. Donc voilà, donc le principe c'est qu'en fait le vibe coding, on va définir voilà, donc Léo en fait va créer un workspace sur son serveur et va lancer un projet qui sera déjà déployé dans le cloud, donc auquel on va avoir accès tout de suite. Et c'est d'ailleurs une des fonctionnalités qui permet à des non-codeurs de facilement développer. Pendant que Léo travaille, parce que ça prend à peu près 60 secondes de lancer un projet, ce qui est extrêmement long, on essaye de réduire bien sûr cette durée. Justement, on va juste peut-être recadrer un petit peu le vibe coding et pourquoi je viens en parler aujourd'hui, quel rapport avec le thème finalement de ce soir. Alors c'est Karpathy, le cofondateur d'OpenAI, qui a conceptualisé la chose. Donc vibe coding, c'est un petit peu un buzzword. Nous on parlait d'IA no code tout simplement. Donc pourquoi pas vibe coding? Ce qui est vraiment intéressant, c'est le concept finalement sous-jacent, c'est de coder en langage naturel, donc de s'exprimer en anglais, en français, enfin dans n'importe quelle langue, et d'avoir un LLM, maintenant plutôt un agent, écrire du code, créer des projets, connecter des outils. Donc c'est vraiment ça le principe du vibe coding. Alors il y a une autre phrase de Karpathy qui est assez intéressante. Il a dit que l'anglais allait devenir finalement le premier langage de programmation. Ça, je trouve ça encore plus intéressant que sa contribution pour le terme vibe coding, parce que ça, justement, ça va entraîner un certain nombre de problématiques, mais aussi de solutions en termes d'amélioration de la façon de coder pour des gens qui, justement, ne connaissent pas des langages de programmation traditionnels. En termes de timeline, finalement, on peut dire que le vibe coding a commencé avec ChatGPT. C'est le moment où vous pouviez écrire une requête en langage naturel pour générer un script Python, par exemple. Le problème, c'est que vous deviez prendre ce script Python, le copier en local, le lancer à la main, éventuellement le déployer sur un serveur, puis le lancer à la main, vérifier qu'il fonctionne bien. Toutes ces étapes, bien sûr, pour un développeur, c'est tout simple. Pour un non-développeur, c'est quasi impossible. Enfin, ça peut être très compliqué. Donc, ça a commencé à peu près là. Et c'est finalement à partir du deuxième semestre 2024 que des capacités agentiques sont vraiment venues se rajouter sur les modèles et que plusieurs outils se sont lancés pour donner plus de marge de manœuvre au modèle, donc créer des projets, mais aussi éditer du code existant, potentiellement déployer ce code, s'intégrer à des outils existants. Et c'est vraiment là qu'on est rentré un petit peu dans un petit buzz vibe coding, parce que justement les possibilités pour les non-codeurs sont devenues très très fortes. Donc on a des utilisateurs qui ne savaient pas coder, qui ont commencé à créer des projets en quelques heures, ce qui, vous vous en doutez, n'est pas si simple non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du vibe coding? À peu près tout. Nous, on se concentre plutôt sur le web, parce que c'est un environnement de déploiement particulier, qui là aussi permet d'effectuer certaines connexions et il y a une certaine logique de déploiement qui est propre au web. Donc voilà, là j'ai juste mis deux exemples d'utilisateurs bêta qui ont utilisé Léo, un Xano Monitor. Je cite cet exemple parce que je vais y revenir plus tard sur la partie MCP. C'est en fait une sorte de mini Datadog pour un outil back-end no-code qui s'appelle Xano, pour mesurer les performances de cet outil. En fait, Xano, c'est un outil un petit peu comme Supabase, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, c'est un mini-outil de Datadog, pour cet outil, et un caractère chatbot. Donc en fait, les possibilités sont vraiment très très larges. En termes de scope, finalement, nous on distingue les outils qui vont vraiment s'adresser aux développeurs, parce que du coup là j'ai parlé de vibe coding pour les non-développeurs, mais en fait le vibe coding c'est très utilisé bien sûr côté développeur. S'il y a des développeurs dans la salle, vous êtes sûrement devenus 10 fois plus productif depuis 6 mois, voire 100 fois
selon certains. Nous, chez Teros, en tout cas, on a beaucoup changé nos méthodes de développement. Les utilisateurs non techniques, on les adresse très différemment. Les outils vont vraiment être très différents, notamment en termes d'interfaçage. Un outil comme Aider, qui est tout à droite, s'utilise en ligne de commande. Donc déjà, on perd tous les utilisateurs, beaucoup d'utilisateurs qui ne savent pas coder. Et on va aussi les distinguer selon que ces outils sont faits pour faire des prototypes ou vraiment pensés pour créer des projets qui vont être capables d'entrer en production, donc générer de la valeur, potentiellement avoir des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc ça aussi, ça implique des problématiques très spécifiques, encore plus quand on parle d'utilisateurs qui ne savent pas coder, qui ne connaissent pas les paradigmes pour lancer un projet en production. Pourquoi vous allez m'écouter pendant à peu près 30 minutes parler de ce sujet? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? En fait, derrière le vibe coding, derrière ce buzzword, il y a des perspectives assez énormes, notamment en termes de productivité. Ça, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. On a vraiment des développeurs qui codent beaucoup plus vite, parce que finalement, ils vont plus se concentrer sur l'architecture, laisser l'outil de vibe coding coder pour eux, et contrôler en fait, le code généré. Donc, ça permet vraiment des gains de productivité. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça rend le développement plus accessible. Finalement, on va avoir de nouveaux profils qui ne pouvaient pas contribuer jusqu'à présent vraiment à la production du code, comme des chefs de projet, des product managers, des UX designers, qui ont beaucoup à apporter à la conception des projets, devenir des acteurs finalement directs et donc réduire des cycles de développement assez longs. Le cas typique en entreprise qu'on est en train d'étudier avec nos premiers clients là-dessus, c'est réduire le temps de conception. Donc éviter une navette entre Figma, le product manager, les développeurs, une navette incessante pour la conception. Donc c'est vraiment donner la main aux chefs de projet pour qu'ils puissent eux-mêmes, ou aux différents métiers, eux-mêmes lancer leur projet sous contrôle des développeurs, si on est en entreprise, sous contrôle de la DSI par exemple, qui va pouvoir donner des guidelines techniques dès le début, que Léo va respecter, enfin dans des cas, et ensuite avoir la main sur le projet. Donc on a des product managers qui pourront aller potentiellement assez loin dans la conception des projets pour ensuite soit les transférer à l'équipe de développement s'il y en a une, soit utiliser des outils comme ce qu'on construit avec Léo pour aller jusqu'à la production. Ce qui est intéressant, c'est que, j'ai juste mis 2 stats là, le dernier batch de Y Combinator avait, enfin un quart du dernier batch, avait 95% de leur code base généré par l'IA. Donc ça montre une adoption assez forte. C'est une population particulière, les fondateurs Y Combinator, ils ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de la workforce, mais c'est assez impressionnant. Et la deuxième stat, c'est pour donner la perspective en fait, qui va s'ouvrir maintenant, c'est qu'en 2023, seulement 1% de la masse salariale globale savait coder. Donc ça laisse les 99% comme potentiels codeurs. Alors bien sûr, on n'a pas l'ambition de les adresser tout de suite demain, on fait niche par niche, mais ça ouvre des perspectives assez énormes. J'ai laissé Léo de côté, je vais peut-être aller voir où il en est. J'avais dit 60 secondes, j'espère qu'il a quand même terminé. Ok, donc il m'a fait un petit bullshit detector. Je vais ouvrir ici. Super, donc là c'est vraiment... il n'a pas cité XIA, malheureusement. Bon, dommage, Xpost. Il faut peut-être qu'on ajoute un petit peu de contrôle. Donc là, en fait, il a juste créé la première étape qu'il a décrite d'un petit projet, qui suggère aussi les prochaines améliorations. Alors, j'ai triché un petit peu parce que, pour être tout à fait honnête, si j'avais codé l'ensemble du projet connecté à un back-end, à des API, ça m'aurait pris quand même peut-être 20 minutes, ce qui est relativement OK. J'avais pas 20 minutes, donc j'en ai préparé un au cas où, un deuxième bullshit detector. Hop. Ok, il est un petit peu différent, il mentionne XIA, c'est pas des postes X, donc c'est un petit peu mieux. Et je vais pouvoir le tester. Hop. Ok, Hello Léo est le meilleur outil de vibe coding. On va commencer facile. Donc là, on est connecté à 2 modèles. Hop, un de speech to text. Ah, il ne connaît pas Hello Léo, donc c'est pas un très bon speech to text. J'aurais dû utiliser Hugging Face. Du coup, Émeric, tu m'aideras pour la connexion. C'est OpenAI, c'est pas un très très bon modèle.
Whisper. Et, ok, tant mieux. Donc là, je suis à un niveau de bullshit assez élevé, même s'il n'a pas compris que je parlais d'Eloleo. Mais bon, faire, c'était pas une phrase très très claire. Ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer pour le reste de l'intro pour hop, me contrôler en coulisses. Je vais le lancer là et on verra bien ce qui se passe. Ça met une pression supplémentaire. Je reviens en slideshow. Hop. Ok. Donc, j'ai parlé de nombreuses perspectives pour le vibe coding. Bien entendu, des non-développeurs qui arrivent et qui shippent des projets en production qui potentiellement scale de 0 à 100 000 utilisateurs. Ça paraît un petit peu beau pour être vrai. Sophie adore les mèmes, donc il y en a une flopée, bien sûr, pour décrire les gros problèmes qui sont apparus depuis qu'on va de code. Alors ça, c'est carrément représentatif. Et là, bon, j'en profite pour tacler un petit peu gentiment nos concurrents qui ont commencé un peu avant nous, qui font un super travail aussi. Mais en gros, ils font face à des problèmes tout à fait légitimes quand on sait qu'ils ont promis à tous les utilisateurs qui ne savaient pas du tout coder qu'ils pourraient maintenant lancer des projets. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à faire ça en décembre 2024. En février 2024, certains avaient créé des super projets, ce qui est normal, c'est super. Et donc ils se sont dit, bah, je vais faire de l'argent avec ces projets. Ils les ont lancés en production, ils ont eu des milliers d'utilisateurs. Le problème, c'est que, bah, comme Léo, qui porte mal son nom d'ailleurs, ça a généré des tonnes de problèmes qui ne sont pas nouveaux dans le développement logiciel, bien sûr. Enfin, pour un développeur, ça paraît tout à fait normal, mais ça peut être des cyberattaques, des normes de sécurité non respectées, une architecture non scalable, donc un outil qui va bien fonctionner pour 100 utilisateurs. Dès qu'on va passer à 1000, voire 10 000, des problèmes vont apparaître. Encore plus bête, on peut très bien fonctionner avec 10 fonctionnalités, on crée la 11e, les 5 premières s'écroulent. En fait, tout peut arriver. Donc, si on a zéro vision sur le code, c'est quand même assez compliqué de lancer des projets en production. Voilà. Alors, très rapidement, on parle souvent du problème des 70%. Et en fait, c'est à peu près ça. C'est finalement, c'est assez facile avec les agents aujourd'hui d'arriver à 70% du projet. Les 30% restants, c'est quasiment impossible parfois, parce qu'on va rentrer dans des erreurs loop dont on ne va jamais pouvoir sortir, que l'IA, avec le contexte actuel, arrive très difficilement à résoudre. Donc voilà, 0 to 1, c'est quelque chose, scaling to 1 billion users, c'est un petit peu plus compliqué. Alors nous voilà, le challenger français Eloleo de tous les autres concurrents dont je vous ai parlé juste avant. Et donc nous, on a pensé, on a conçu cette solution pour répondre à ce problème, et en sachant qu'on a un double problème, c'est que nous on s'adresse à des non-codeurs. Donc en fait, déjà que les codeurs aujourd'hui ont de plus en plus tendance à ne pas lire le code quand ils veulent code, donc c'est déjà un problème. Alors les non-codeurs ne le liront jamais, ils s'en fichent et ils ont bien raison. Donc nous, ce qu'on fait en tant que développeur, on essaye d'être sérieux, on a pensé à cette solution qui abstractise finalement les fonctions qu'un développeur est censé assurer. Et pourquoi je parle d'abstraction? Parce que justement on s'adresse à des non-codeurs, donc il faut qu'on traduise certaines de ces notions en impératifs que le non-codeur va comprendre, s'approprier et pouvoir utiliser. Je ne vais pas avoir le temps de tout détailler. Je vais parler des deux qui sont les plus agentiques pour rester dans le thème de ce soir, que sont l'intégration de MCP et l'application de standards de qualité de code. Les 7 autres, je vais les citer très rapidement. Sur l'amélioration des modèles, Aymeric en a parlé. Finalement, on compte beaucoup sur la communauté open source et sur les améliorations très régulières sur la capacité des modèles que génère justement le fait qu'il y ait beaucoup de modèles open source et beaucoup de collaboration aujourd'hui sur les modèles. Quand on passe d'un modèle à son successeur, on va avoir un code qui va s'améliorer à chaque fois. Donc ça, Aymeric l'a dit aussi, j'en profite pour te citer beaucoup. On construit une architecture qui va être très agnostique de modèles, parce que ce que tu avais cité, c'était des nouveaux modèles qui vont casser finalement les systèmes autour. Et ça, c'est très important en fait de ne pas faire comme nos autres concurrents qui a confondu service et travaille sur des modèles de fondation. L'idée, c'est qu'on accepte finalement de ne pas forcément être propriétaire des modèles pour l'instant, sous-jacents. On a pour ambition d'intégrer des modèles open source ou des small agents ou des small modèles plus tard, notamment parce que certains de nos clients le requêtent, ils veulent avoir la main sur leur infrastructure, avoir des modèles auto-hébergés. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, notre architecture est construite autour de modèles qu'on peut faire évoluer très facilement. Donc,
Comme ça, quand on lit dans TechCrunch que Sonnet 3.7 est meilleur que Sonnet 3.5, bah, le lendemain, on peut en profiter. La contextualisation, c'est essentiel. On va vraiment essayer de se rapprocher de comment fonctionne un développeur senior, quel élément de contexte il va aller chercher dans le code et ailleurs, dans sa propre expérience. Donc là, il y a beaucoup à dire. Les intégrations MCP, donc là, je vais revenir un petit peu plus en détail dessus. L'impact des standards de qualité de code. Le cinquième est très important. On s'adresse à des utilisateurs qui ne savent pas coder. Donc finalement, les modèles parfois sont super. Le gros problème, c'est plutôt les utilisateurs qui vont dire un peu n'importe quoi, ce qui est normal. Et donc, on travaille aussi sur l'interfaçage, comment orienter les utilisateurs pour qu'en 5 prompts, ils réussissent ce que d'autres utilisateurs, pour le même projet, vont échouer à faire en 100 prompts. Donc ça, c'est un travail continu en termes d'interfaçage. Tout bête, mais le versionning, c'est vraiment la base. S'il y a des développeurs dans la salle, vous savez de quoi je parle. Versionner son code, c'est très important. Nous, on versionne à chaque étape d'évolution des projets. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit juste avant, les modèles ont beaucoup de mal à débugger, à s'auto-débugger. Parfois, le meilleur moyen de débugger, c'est de revenir sur la version d'avant et de reformuler. Et ça paraît tout bête, c'est pas forcément une technique qui est révolutionnaire, mais elle fonctionne dans beaucoup de cas. Et le scope. Le scope, c'est tout simplement de dire à certains utilisateurs, bah, ça, tu peux pas le faire, donc ne le fais pas, reste dans ton scope. C'est plus facile de le dire en entreprise. Les DSI et les développeurs sont très contents de savoir qu'une partie va leur revenir et que les product managers ne vont pas manger tout leur travail. C'est pas du tout ce qu'on vend d'ailleurs. Donc voilà, donc moi je vais approfondir deux de nos solutions. Juste très rapidement pour se mettre d'accord sur ce qu'est une app prête pour la production. On va parler de maintenabilité et de transférabilité du code, d'intégration avec des systèmes existants. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans la façon dont on code aujourd'hui. On ne va pas refaire un système de paiement si on intègre du paiement dans son app, on va utiliser Stripe ou PayPlug si on est un petit peu chauvin. L'authentification, pareil, l'observabilité. Donc c'est très important de s'intégrer sur des systèmes existants pour finalement enlever une partie de la responsabilité du projet qu'on est en train de créer et la déléguer à des équipes de développement qui sont en charge de maintenir ces systèmes. Donc par exemple Stripe, ils ont beaucoup de développeurs, ils font très bien leur travail, mieux vaut leur laisser la maintenance sur le paiement. Et en fait, en créant une architecture d'intégration basée sur des intégrations comme ça, on arrive à limiter au maximum la responsabilité de l'utilisateur et de l'intelligence artificielle sur la partie qui doit être sur mesure, le projet qu'on va créer. Les tests end-to-end, l'observabilité, ça c'est l'application quand elle vit, et le déploiement bien sûr, pouvoir utiliser une infrastructure qui va être proportionnée aux besoins. Donc si on déploie un back-office qui va être utilisé par 10 utilisateurs par mois, c'est pas pareil qu'une application grand public qui va avoir des milliers d'utilisateurs. Donc nous, on a une approche donc agentique, pour rester dans le thème de ce soir. En fait, en gros, on a 3 grandes étapes. On va avoir un utilisateur qui décrit la fonctionnalité dans des termes non techniques. Donc là, je vais prendre l'exemple d'ajouter une page utilisateur. On est dans un projet qui existe déjà. Il faut prendre en compte, bien sûr, le fait qu'on a peut-être un back-end, qu'on a déjà plusieurs fichiers qui vont être concernés par cette fonctionnalité. Donc en fait, dans la partie contextualisation, on va vérifier sur quel chat mode on est qu'on est en train de discuter ou d'effectuer une action de code. Aller chercher tout le contexte qui va être nécessaire. Là, j'en parlais juste avant. Ça va être non seulement la base de connaissances qui va être utile pour développer du code correct, potentiellement des MCP, donc des intégrations externes. Et enfin, partager tout ce contexte à un modèle principal. L'étape 2, c'est un modèle qu'on appelle un weak model, qui va être un modèle plus léger. Aujourd'hui, on utilise O1 Mini, mais on prévoit de changer plus tard. Et le troisième, c'est un modèle majeur de génération de code. Donc lui va recevoir tout ce contexte qui aura été préparé avant et écrire le code. Donc en fait, voilà, concrètement, ce que ça veut dire pour ajoute une page utilisateur, ça va être de prendre en compte, bien sûr, la stack et le projet actuel, aller chercher éventuellement des connaissances qui sont liées à des connaissances qu'on va ajouter et qui sont liées à cette fonctionnalité, donc la librairie UI utilisée, les règles de syntaxe CSS de design. Est-ce qu'on a déjà un back-end? Donc là, on va prendre l'exemple de Supabase, qui est un outil no-code, un outil back-end no-code, et avoir potentiellement une confirmation de l'utilisateur
pour s'intégrer à un backend existant. Et ensuite, on va utiliser tout ce contexte pour pouvoir, bien sûr, écrire le code. Voilà, j'arrive à la partie MCP. Donc, Aymeric a déjà présenté un petit peu ce que c'était. Nous, c'est vraiment très intéressant parce que avant, en fait, si on prend une architecture sans MCP, on va prendre un exemple d'un front-end existant avec un back-end distinct, parce que c'est plutôt comme ça que Léo fonctionne aujourd'hui. Il va s'occuper du code front-end sur mesure et se connecter à potentiellement un back-end soit qui préexiste, soit dans le cas des non-codeurs, plutôt des outils de back-end comme Supabase. Supabase, c'est une base de données, un outil de base de données no-code qui permet de créer des bases de données très facilement en mode no-code. Et donc, dans le cas où finalement l'agent n'a pas conscience de l'existence de ce back-end, ça va être assez manuel. En tant qu'utilisateur, je vais avoir l'idée d'ajouter une page utilisateur, mais je vais devoir moi-même enrichir mon prompt pour dire ok, j'ai un back-end qui existe, j'ai une table utilisateur qui existe, le format de la table utilisateur c'est celui-ci, le endpoint pour extraire mes utilisateurs c'est celui-ci, etc., etc. Ça fait beaucoup de travail pour l'utilisateur et un utilisateur non-codeur, c'est très compliqué pour lui. Avec une intégration MCP, alors désolé, je crois que mes slides se sont un petit peu changé de format. Avec donc un MCP, c'est très différent. Donc là, par exemple, dans cette architecture, on va avoir deux MCP qui sont disponibles, Notion et Supabase. Et donc l'utilisateur va pouvoir se contenter en fait de son idée. Donc ajoute une page utilisateur. L'orchestrateur va être responsable de sélectionner le contexte pertinent et les méthodes qui vont être nécessaires et faire des suggestions à l'utilisateur pour finalement, est-ce que je dois créer une nouvelle table? Oui. Est-ce que je dois mettre à jour éventuellement la documentation utilisateur? Oui également, etc., etc. Donc ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités pour rendre l'agent beaucoup plus autonome. Donc voilà, très concrètement, pour un code JavaScript, un code TypeScript, pardon, de création d'utilisateur, en fait, tout simplement, au lieu d'avoir de la mock data qui va être utilisable très temporairement, on va directement être connecté avec le bon format, le format qui est context-aware en fait, du backend. Alors concrètement, petite vidéo. J'espère que je ne vais pas avoir des problèmes aussi. Alors donc, là, pour contextualiser un petit peu, le prompt est passé hyper vite. C'est de créer un projet dans un premier temps qui est connecté à Supabase. Et en fait l'utilisateur va pouvoir juste demander à l'agent de récupérer la data qui est présente dans le back-end, donc en l'occurrence Supabase. Donc là, sur le front, on voit qu'il n'y a aucune musique, on est sur une espèce d'Apple Music en ligne. On a une petite action manuelle de l'utilisateur. Désolé, c'est un petit peu flou. Hop. Et donc là, donc voilà, on a les musiques qui sont directement chargées. Donc assez intéressant, parce que pour l'utilisateur, donc là on a été assez précis dans la requête, on a demandé les données Supabase. Et donc l'idée c'est vraiment de construire là-dessus, c'est d'avoir le développeur IA conscient de tous les outils qui vont être pertinents pour un prompt donné. Donc pour résumer notre approche là-dessus, en fait, qu'est-ce qu'on a fait vraiment pour les MCP? On a construit un système pour très facilement sélectionner et ajouter des nouveaux MCP. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est qu'avant, on aurait parlé d'intégration API, ce qui est assez compliqué pour la plupart des utilisateurs, même pour l'équipe de développement en charge d'intégrer l'API. Donc pour nous, ça veut dire que maintenant, on peut, en fait, en moins d'1 heure, ajouter une connexion à Notion, ajouter une connexion à Google Doc, à Airtable. Et ça va vraiment être très important dans notre stratégie justement d'acquisition. On va se concentrer sur communauté par communauté, outil par outil, parce que finalement, on a notamment des communautés de no-codeurs qui sont particulièrement efficaces sur certains outils, par exemple Airtable, et on va leur permettre de connecter nativement un HelloLeo à leur Airtable. Donc ça ouvre pas mal de possibilités. Là-dessus aussi, ce qui est vraiment une chance, c'est finalement la philosophie open source qu'il y a derrière ce nouveau protocole, parce que non seulement c'est un standard open, que tout le monde s'est à peu près approprié, mais surtout, là, depuis 3-4 mois, depuis que c'est sorti, finalement, il y a des milliers de projets MCP qui ont été publiés par des développeurs. Et donc nous, avec le système qu'on
qu'on implémente, il nous suffit de vérifier que ces MCP sont safe et de les ajouter pour les rendre disponibles pour nos utilisateurs. L'autre aspect qui est essentiel quand on parle de production ready pour un projet, c'est bien sûr, là j'enfonce une porte ouverte, les standards de qualité de code. Ça a un impact direct sur la maintenabilité et même sur le temps de développement sur le long terme. Donc ça, il y a des études assez précises là-dessus. Et nous, l'enjeu, ça va être de faire en sorte que des non-codeurs pour qui ces principes de réutilisabilité, d'atomicité, de test end-to-end n'ont quasiment aucun sens, deviennent assez logiques en fait et deviennent très faciles à implémenter. Pourquoi les mêmes de tout à l'heure, pourquoi ça pose beaucoup de problèmes? Finalement, c'est parce que l'IA actuellement est plutôt conçue, enfin les modèles IA qui codent pour les utilisateurs sont plutôt conçus pour coder rapidement, parce que c'est ce que les utilisateurs vont demander. Finalement, ils vont, surtout les non-codeurs, excuse-moi, je crois qu'il y a un petit peu de grésillement. Les non-codeurs ne vont pas vraiment se soucier de qualité de code, ils ne vont pas demander spontanément d'ajouter des tests, de refactorer. Et donc, en fait, assez automatiquement, l'IA va créer du code beaucoup moins stable que le ferait un développeur qui va faire attention à ces concepts-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on critique beaucoup l'IA pour tous les déboires récents du vibe coding. Mais là aussi, s'il y a des développeurs dans la salle, c'est pas quelque chose de nouveau, d'avoir des projets de production qui ont des problèmes. Les humains ne sont pas non plus exempts de défauts, les développeurs humains. Et bien sûr, pour qui a travaillé dans le développement, les moments de rush ou la pression où on doit shipper beaucoup de features, finalement, on va faire certains compromis avec la qualité du code. Donc, c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Et paradoxalement, ce que nous on essaye de faire, c'est d'inverser un petit peu la tendance qui est de dire qu'aujourd'hui l'IA va être responsable d'un code de très mauvaise qualité et finalement de trouver une sorte de trade-off entre la vitesse qui est attendue, donc tout à l'heure on parlait de productivité x100 par rapport à du code manuel, et un rythme peut-être un petit peu plus long. Donc nous en fait, concrètement, on va avoir plus de prompts qui sont spontanément suggérés par notre agent pour améliorer la qualité des projets, donc pour proposer par exemple l'écriture de test end-to-end, etc. Donc l'idée en fait c'est de trouver un petit peu un compromis entre la vitesse qui est attendue et la stabilité du projet qui est essentielle en fait pour pouvoir créer des projets qui vont tenir la route en production. Tac. Alors j'arrive au bout de ma présentation. Donc pour résumer, donc nous ce qu'on fait, donc Léo c'est un développeur IA qui crée des applications pour donc les non-codeurs, vous les avez compris. On termine notre bêta cette semaine, donc grosse pression actuellement pour le lancement commercial. Comme l'a dit Sophie, on a un code promo que je vais faire apparaître juste après pour la communauté XIA. Et je ne sais pas si notre bullshit détecteur marche toujours, mais je pense que c'est le moment d'aller voir où on en est. On a 18 minutes d'enregistrement. Celui-là, je ne l'ai pas testé sur 18 minutes d'enregistrement. Donc on va voir ce que ça donne, si Whisper fonctionne bien. Alors, celui-ci, j'ai un petit peu triché. J'ai prompté moi-même une intégration avec Whisper. Mais justement, ce qu'on est en train d'intégrer, c'est exactement ça. C'est qu'un utilisateur non technique, intégrer Whisper, ça va être assez abstrait pour lui. Donc l'idée, c'est que dans ces fameux MCP qu'on va rendre disponibles sur Hello, on puisse sélectionner des MCP par catégorie, par intégration. Et typiquement, Whisper, ça va être un speech-to-text qui va être abstractisé de cette façon-là. Donc en fait, on va plutôt... l'utilisateur va spontanément dire « je veux rajouter une fonctionnalité de speech-to-text dans mon app ». Léo va spontanément lui proposer d'intégrer un MCP et l'utilisateur pourra juste rentrer sa clé API. C'est vraiment le niveau d'abstraction qu'on cherche avec nos développeurs. Peut-être le temps que ça processe, tu peux partager le code et poser des questions. Ah, c'est bon.
Alors super, donc j'ai mon pitch, moment de vérité. Ok, bon, Jack Sparrow level. C'était un risque à prendre, mais honnêtement, l'IA a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a encore des erreurs. Encore une fois, on aurait dû se brancher sur Hugging Face, on aurait des meilleurs résultats. Hop. Oui, non, mais c'est un problème de programmation. Hop. Donc merci beaucoup.